Parfois, le couloir le plus silencieux est l'avertissement le plus assourdissant que l'on puisse recevoir dans une vie. Je n'étais montée à l'étage que pour chercher un vieil album de photos au grenier. C'est la partie qui me fait encore rire avec amertume, comme un homme étouffé par ses propres souvenirs. Je cherchais un album en cuir bleu que j'avais rangé il y a des années, quand mes petits-enfants étaient encore enfants et que ma défunte épouse, Elena, était encore là pour légender chaque photo de son écriture soignée et affectueuse. L'ancienne chambre de mon fils se trouvait au bout du couloir, celle avec le plafond mansardé et la troisième lame du parquet qui grinçait toujours, trahissant la moindre présence. J'ai évité de marcher dessus par habitude, mais j'ai alors entendu des voix venir de là-bas. Ce n'étaient pas des voix normales de gens qui discutent des factures ou de la météo, mais des murmures urgents, tendus et étouffés, typiques de ceux qui croient fermement être en totale sécurité. C'était mon fils, Hugo, et sa femme, Béatrice, qui discutaient là. Ils n'étaient pas à l'intérieur de la chambre, mais postés stratégiquement dans le couloir, presque comme les sentinelles d'un plan sombre. Mon estomac s'est noué d'une telle manière que j'ai eu l'impression que mon corps avait été abandonné par mon âme. Samedi, a murmuré Hugo avec une froideur qui m'a glacé l'échine. Ça doit être samedi, a répondu Béatrice d'un sifflement aigu et autoritaire. Et tu es sûr qu'il ne se doutera d'absolument rien? A-t-elle demandé. Je suis restée paralysée, sentant mon cœur marteler mes côtes avec une force brutale. À cet instant, j'ai compris une chose que tout vieil homme apprend trop tard, ta maison ne t'appartient pas toujours sous prétexte que ton nom figure sur l'acte de propriété. Je me suis glissée sans réfléchir vers le placard encastré de l'ancienne chambre de mon fils, l'endroit où je cachais autrefois les cadeaux de Noël. Je me suis glissée à l'intérieur et j'ai refermé la porte au moment précis où ils entraient dans la pièce. À travers une fente minuscule, j'ai vu Hugo brandir un flacon de pilule portant mon nom. Mon nom était sur l'étiquette, et il a dit d'une voix que je ne lui avais jamais connue, froide comme le sol d'une cave humide, ce samedi, les 450 000 € du compte deviennent enfin les nôtres. Quand votre propre fils parle comme un étranger impitoyable, vos instincts de survie se mettent à hurler. Je m'appelle Walter Martins, j'ai 71 ans et j'ai passé ma vie à penser que je savais cerner les gens. Pendant 42 ans, j'ai travaillé comme pharmacien hospitalier à Lyon, en France, avant de prendre ma retraite. Je n'étais pas un détective de télévision, mais je savais exactement ce que les substances chimiques pouvaient faire au corps humain. Je connaissais les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les manières subtiles dont une pilule peut altérer l'équilibre, la respiration et même la volonté de se battre. C'est pourquoi, quand j'ai vu ce flacon dans la main d'Hugo, j'ai ressenti une terreur qui dépassait la peur ordinaire, car j'ai reconnu le jeu macabre. Ce n'était pas seulement un flacon de médicaments, c'était un outil de contrôle absolu sur ma vie. Hugo a maintenant 39 ans et a toujours été un enfant docile. Il était le genre de gamin qui sauvait les animaux errants et pleurait devant les films tristes. Elena et moi l'avions élevé pour qu'il soit gentil et décent en toute situation. Après le décès d'Elena il y a 2 ans, la maison est devenue trop silencieuse et vaste pour moi. Je dînais seule à une table faite pour 6 personnes, parlant au chien comme s'il était un thérapeute qualifié. Puis Hugo m'a appelé pour me dire qu'il traversait une phase difficile et m'a demandé de rester ici, juste pour quelque temps. Il a débarqué avec Béatrice et des valises qui semblaient bien trop chères pour quelqu'un se disant en faillite totale. Il a blâmé un investissement raté et moi, dans ma solitude, j'ai ignoré les signaux d'alarme de mon instinct. Dans ce placard, j'ai compris que mon besoin d'affection avait placé une cible dans mon dos. Les trahisons les plus effrayantes n'arrivent pas avec des cris, mais avec des sourires répétés et des accolades serrées. Béatrice me traitait avec une courtoisie exagérée, m'apportant du café gourmet chaque matin comme si elle tentait d'acheter mon affection avec de la caféine. Elle s'enquérait de ma tension artérielle, de mon sommeil et de ma routine quotidienne avec un intérêt presque clinique. Routine, ce mot était la clé de tout pour eux. Elle agissait comme si elle s'en souciait, mais ses yeux semblaient toujours scanner l'environnement, mesurant, calculant et planifiant l'étape suivante. Au début, je m'en suis voulu d'être trop méfiant envers ma propre famille. Après tout, elle était la Delphi que je voulais accepter et il était le fils que j'aimais tant. Mais de petites choses ont commencé à me déranger en marge de mes journées calmes. De l'argent disparaissait de mon portefeuille, des billets de 50 € par-ci par-là, des sommes assez petites pour me faire douter de ma propre mémoire. Le courrier apparaissait ouvert avant que je n'y touche, et les relevés bancaires arrivaient dans des enveloppes déchirées. Hugo a commencé à poser des questions qui ne l'avaient jamais intéressé auparavant, comme l'emplacement de mon testament ou si l'assurance vie était à versement immédiat. Papa,
la maison passe directement à mon nom, demandait-il avec une désinvolture forcée. Si je faisais une blague, il souriait trop vite, de façon nerveuse. Puis est venue la question du traitement que je prends pour le cœur depuis des années. Je connais le dosage, la forme et l'éclat de ces comprimés blancs par cœur, je saurais les reconnaître les yeux fermés. Un matin, les comprimés semblaient corrects, mais le toucher était étrange, comme une musique familière jouée sur un ton légèrement faux. Je n'ai accusé personne et je n'ai pas cédé à la panique immédiate. J'ai fait ce pourquoi j'avais été formé pendant des décennies, j'ai vérifié la substance, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Quand l'étiquette dit une chose et que le comprimé en est une autre, quelqu'un ment délibérément. J'ai apporté un exemplaire à un ancien collègue qui travaillait encore dans une pharmacie du centre-ville. Je suis entré comme si je venais acheter une crème et je lui ai demandé une faveur personnelle pour identifier la pilule. Il l'a analysée sous la lumière vive du comptoir et a consulté le répertoire des formes. Son visage a instantanément pris une expression de grave préoccupation. « Walter, a-t-il dit à voix basse, ce n'est pas ton médicament pour le cœur. » J'ai senti mes genoux se dérober. C'était un sédatif puissant, à quelque chose de léger, mais une substance capable de provoquer une profonde confusion mentale chez les personnes âgées. Mon esprit a passé en revue toutes les possibilités, mais je savais que ce n'était pas une erreur de la pharmacie. Je me suis rappelé que Béatrice insistait toujours pour aller chercher mes ordonnances, prétendant que je ne devrais pas conduire jusque-là. Cette nuit-là, je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne et j'ai analysé les mouvements des derniers mois avec rigueur. Des virements de 2 000 € pour des réparations, 5 000 € pour des frais médicaux, et d'autres sommes totalisant près de 40 000 € disparus. Je n'étais pas seulement un père que l'on aidait, j'étais siphonné financièrement pendant qu'il chuchotait à propos du samedi à l'étage. Au moment où vous réalisez que vous êtes la cible, vous cessez d'être un père et vous devenez une proie. À l'intérieur de ce placard, mes poumons fonctionnaient à peine à cause de la tension accumulée. Hugo s'est assis sur le bord du lit en parlant de la façon dont leur dette s'accumulait dangereusement. Béatrice faisait les 100 pas, impatiente, tapotant son téléphone de l'ongle. « Nous ne pouvons plus attendre », a-t-elle dit. « Si nous sommes poursuivis pour les emprunts, nous perdons tout. » Hugo a répondu qu'après samedi, rien de tout cela n'aurait d'importance. Il a brandi le flacon à mon nom et a dit que je leur faisais aveuglément confiance. « Et la salle de bain ?» a-t-elle demandé. Ma nuque s'est contractée en entendant le plan détaillé de la simulation d'un accident domestique fatal. « Il prend toujours un bain le samedi soir », a expliqué Hugo avec un calme de sociopathe. « Nous allons nous assurer qu'il soit assez détendu pour ne pas se réveiller. Ensuite, nous sortons, nous nous faisons voir dans un restaurant et nous créons l'alibi parfait. » Béatrice a murmuré des choses sur l'assurance et l'héritage comme si elle parlait d'un rêve devenu réalité. Hugo a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il a déjà eu une belle vie, c'est maintenant à mon tour de ne pas me noyer. Mon fils me voyait comme un dépôt bancaire à retirer prématurément. J'ai pressé mon poing contre ma bouche pour ne pas hurler de douleur et de désespoir devant une telle trahison. La peur est paralysante jusqu'à ce que l'instinct de survie la transforme en plan d'action. Quand ils ont quitté la chambre, je suis resté dans le placard longtemps après que le couloir soit redevenu silencieux. Quand je suis enfin sorti, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fixé le flacon de comprimé sur la table de nuit. Le pharmacien en moi a finalement accepté que j'étais empoisonné dans ma propre maison par ceux que j'aimais le plus. Je ne les ai pas confrontés immédiatement, car je savais que je serais étiqueté comme un vieillard confus et paranoïaque. J'ai décidé que je jouerais leur jeu, que je rassemblerais des preuves et que je serais plus rusé que mon propre fils, car j'avais 6 jours pour sauver ma vie. Le lundi, j'ai agi comme si de rien n'était, forçant un sourire au petit déjeuner. Hugo m'a tendu les comprimés avec une sollicitude esséurante et j'ai fait semblant de les avaler. J'ai caché la pilule sous ma langue et je l'ai ensuite jetée dans les toilettes, sentant mes mains trembler. J'ai réalisé qu'ils étaient déjà en train de amollir, depuis des semaines pour qu'une chute paraisse naturelle aux yeux des voisins. L'après-midi, je suis allé à la banque et j'ai demandé tous les relevés physiques, marquant chaque vol d'un trait de stylo rouge. Si Hugo voulait me traiter comme un problème à résoudre, je deviendrais un problème avec des preuves documentées et irréfutables. Je suis allé à la police et j'ai parlé à l'inspectrice Carla Neves, de l'unité de protection des personnes âgées. Elle m'a écouté sans jugement pendant que je lui montrais les comprimés échangés et les relevés bancaires. Monsieur Martins, c'est une tentative d'homicide et un abus de faiblesse financier, a-t-elle affirmé avec fermeté.
Elle m'a remis un minuscule appareil d'enregistrement et m'a ordonné de ne rien changer à mon comportement. Si samedi est le jour prévu, nous allons les prendre en flagrant délit, a-t-elle promis. Je suis rentré dîner avec les gens qui planifiaient déjà mes funérailles, sentant le poids de l'enregistreur dans ma poche comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Le compte à rebours dans ma poitrine était assourdissant alors que les jours passaient lentement. Hugo est devenu étrangement plus aimable, proposant de me faire la lecture ou de m'aider pour les corvées. Le vendredi, ma fille Laura est arrivée sans prévenir de Berlin, inquiète par le son de ma voix au téléphone. Sa présence a déstabilisé leur plan, j'ai vu la panique dans les yeux de Béatrice pendant un bref instant. J'ai tout raconté à Laura dans ma chambre, en secret, et elle a pleuré de rage et de douleur en écoutant les enregistrements. Ce n'est à mon frère, disait-elle entre deux sanglots. Nous avons décidé de maintenir le plan de la police pour garantir leur arrestation. Le samedi est arrivé avec une lumière solaire qui me semblait cruelle et indifférente à mon sort. Les agents de l'inspectrice Neves étaient positionnés dans des voitures banalisées au bout de la rue. Le soir, Hugo m'a apporté le verre d'eau et les sédatifs fatals avec un regard de fausse compassion. J'ai fait semblant de prendre la dose et il m'a dit d'aller préparer mon bain pendant qu'ils allaient dîner dehors. Quand nous étions tous les trois dans la salle de bain, je les ai confrontés à la vérité. Je leur ai montré l'enregistreur et les relevés bancaires, voyant le visage d'Hugo perdre toute couleur. Il a tenté de dire que j'étais confus, mais les preuves étaient accablantes et définitives. J'ai entendu tout ce que vous avez dit dans le placard, lui ai-je dit, d'une voix qui ne semblait pas être la mienne. Hugo a explosé de fureur, disant que j'étais égoïste d'avoir autant d'argent pendant qu'il se noyait sous les dettes. Béatrice a tenté de s'enfuir, mais Laura a bloqué la porte avec une détermination féroce. Peu après, les sirènes ont déchiré le silence de la nuit et la police a investi la maison. Hugo a été menotté alors qu'il hurlait que tout cela était un malentendu, mais le regard de haine qu'il m'a lancé en sortant a confirmé que le fils que j'avais élevé n'existait plus dans ce corps. J'ai vendu la maison juste après, car les murs gardaient les échos d'une trahison que je ne pouvais oublier. J'ai emménagé dans un petit appartement près de chez Laura et j'ai commencé à donner des conférences sur la maltraitance des personnes âgées. Hugo et Béatrice ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour tentative d'homicide et fraude. Aujourd'hui, je vis avec un œil sur le passé et l'autre sur le présent, sachant que la survie a un prix élevé. J'ai appris que l'amour ne doit pas être aveugle et que la famille peut être l'endroit le plus dangereux au monde si la cupidité s'en mêle. J'ai reconstruit ma vie, mais la cicatrice sur mon âme sera éternelle. Si vous étiez à ma place, face à votre propre sang planifiant votre fin pour de l'argent, que feriez-vous? Auriez-vous le courage de les livrer à la justice ou tenteriez-vous de pardonner l'impardonnable en silence?